a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Media Campus Corté vous présente Débalta Science. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Nebbia dans Débalta Science sur 90.6. Et aujourd'hui, votre serviteur a le grand plaisir de recevoir Vincent Cigouli, je le dis bien. Oui. Parce qu'on a un Cicoli ici et du coup j'avais peur de... Vincent Cigouli, doctorant en virologie. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonjour, je m'appelle Vincent Cigouli, je suis doctorant à l'Université de Corse, dans le laboratoire UR Bioscope et aussi à l'Université d'Aix-Marseille dans le laboratoire de l'unité des virus émergents. Je travaille sur les maladies transmises par les tiques et l'intitulé de ma thèse est Holistique, identification et maîtrise des maladies vectorielles. D'accord. Alors, ça consiste en quoi ? Alors, je suis en... Ah oui, alors plus spécifiquement, c'est-à-dire que... Non, souvent, disons que je pose la question un peu naïvement, hein, c'est vrai, mais souvent dans les sujets de thèse, on est souvent dans des sujets qui sont très spécifiques. Ça fait longtemps qu'on n'étudie plus le vrai et le beau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en particulier dans les domaines scientifiques où, au fur et à mesure des avancées, on affine toujours un petit peu plus. Alors du coup, la question c'est, quel est le fer de lance aujourd'hui de la recherche dans ce domaine ? Donc du coup, j'étudie les maladies transmises par les tiques. Donc on fait en fait une sorte de veille sanitaire sur les tiques qu'on collecte dans différents endroits de Corse et sur différents hôtes, parce que chaque espèce de tique en fait est vectrice de pathogènes différents et chaque espèce de tique parasite des hôtes différents. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'espèces de tiques différentes. Alors en Corse, il y a 8 espèces de tiques. 8 espèces de tiques. Il y a des espèces de tiques qui sont plus spécialisées dans les animaux domestiques et d'autres plus dans les animaux sauvages. Et du coup, on fait une collecte de tiques, par exemple à l'abattoir sur les bovins, sur les chevaux avec les centres équestres, avec l'INRAE et donc l'Institut élevage de Corté. On collecte donc aussi sur sangliers, sur les lagomorphes. Les lagomorphes, c'est tout ce qui est lapin et lièvre. Et ça nous permet d'avoir une grosse banque de tiques où on va essayer d'aller détecter les pathogènes qu'il y a à l'intérieur pour les identifier et pour pouvoir les maîtriser. Et du coup, il y a des familles, j'imagine, spécifiques à des familles de pathogènes, spécifiques à certaines espèces de tiques, etc., c'est ça ? Voilà, exactement. Il y a plusieurs familles de pathogènes. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des pathogènes d'origine bactérienne, donc qui sont des bactéries, d'autres d'origine parasitaire, donc des parasites, et d'autres virales. Donc moi, on a beaucoup travaillé sur le volet bactéries sur les transmises par les tiques en Corse. Donc on retrouve par exemple les borrélioses, notamment la très connue maladie de Lyme, qu'on a retrouvée donc du coup pour la première fois en Corse parce que on n'avait jamais été retrouvé l'agent étiologique, donc la bactérie n'avait jamais été détectée avant en Corse. Donc nous on l'a détectée et on a publié dessus. On a détecté aussi pas mal de groupes de bactéries qui s'appellent les fièvres pourprées. Elles s'appellent les fièvres pourprées parce qu'en gros elles donnent un rush cutané. Un rush cutané c'est plein de petites pustules, c'est des boutons, voilà, c'est ça, de couleur violacée. Donc elles s'appellent les fièvres pourprées pour cette raison, puisque ça donne ce rush cutané de couleur violacée. On a aussi retrouvé pas mal on a retrouvé aussi pas mal de bactéries donc de la famille des Anaplasmataceae, notamment une qui s'appelle Ehrlichia minacensis, qui n'avait été détectée qu'auparavant au Brésil et au Canada, et qui depuis a été découverte un peu partout dans le monde. Donc on a eu la chance de publier très tôt sur cette bactérie et du coup on a été plusieurs fois cité. Ça fait bien dans le dossier. Ça. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Il faut penser aussi un peu à la carrière au bout d'un moment. C'est ça, exactement. Et ensuite, au niveau des virus, on a retrouvé des pseudocopox. Donc, je vous conseille pas d'aller googler pseudocopox sur Internet parce que c'est assez sale comme maladie. On va dire. C'est assez visuel. Ça fait des pustules. Et elle semble pas être transmise par les tiques, mais en tout cas on l'a retrouvée dans les tiques en Corse. Ensuite on a retrouvé d'autres virus où on va publier dans pas longtemps. Alors justement, vous parliez juste avant de maladies que vous aviez retrouvées uniquement au Brésil et au Canada, qui sont des climats assez différents a priori. Vous étudiez du coup des maladies qui, vous le disiez par rapport aux maladies de Lyme,
qui sont nouvelles. Disons qu'il y a des maladies qui apparaissent à des endroits qu'on ne voyait pas avant. Et du coup, c'est des maladies qu'on retrouve pas que, mais notamment dans les populations de tiques. Vous vous posez la question des raisons de ça, ou vous vous attelez juste... est-ce que vous proposez un modèle explicatif de ces émergences, ou vous attelez juste à un répertoire, à créer un répertoire avec les différentes catégories de maladies qui peuvent apparaître? Alors, il faut savoir qu'en fait, certaines maladies peuvent être présentes de manière ubiquistique, c'est-à-dire présentes dans le monde entier, parce qu'elles sont transmises par de nombreuses espèces de tiques, et d'autres qu'on va retrouver plus spécialement dans certaines régions, parce qu'elles sont transmises que par certaines espèces de tiques. Nous, on se concentre surtout sur la détection de ces virus dans les tiques, et ensuite, en fait, sur l'identification des virus qu'on retrouve dans les tiques en Corse, en fait, pour ensuite pouvoir... créer des outils de maîtrise en cas d'apparition d'une épidémie plus tard due à ces maladies que l'on recherche. D'accord, donc pas de modèle explicatif. On a... pas forcément de création, ou même de se poser la question. Donc s'il y a un modèle explicatif, on peut même éventuellement faire des prévisions sur quel type de maladie il faut chercher, etc. etc. En fait, c'est là tout l'intérêt de la thèse. En fait, en Corse, on a une population de tiques avec des espèces de tiques d'origine africaine, d'autres plus méditerranéennes et d'autres d'espèces de tiques européennes. Et comme chaque espèce de tique est vectrice de pathogènes différents, on se retrouve en Corse avec des pathogènes à la fois d'origine africaine, des pathogènes d'origine africaine. Non, un pathogène, oui. D'origine méditerranéenne et aussi d'origine européenne. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les maladies transmises par les tiques en Corse, parce qu'on a une grosse diversité d'espèces de tiques, donc une grosse diversité de pathogènes. Et en fait, en cause du réchauffement climatique, dans quelques années, la situation qu'on a en Corse sur ces populations de tiques, on va le retrouver en Europe, puisqu'à cause du réchauffement climatique, les populations de tiques qu'on a en Corse, elles vont migrer. Ah, donc il y a bien un modèle, oui, d'accord. Vous attendez à ce que le... C'est ça. Et en fait, en se préparant aux épidémies des maladies transmises par les tiques en Corse, non seulement on se prépare aux épidémies qui pourraient avoir lieu aujourd'hui en Corse, mais aussi on se prépare aux épidémies qui vont avoir lieu plus tard en Europe. Donc c'est tout l'intérêt d'étudier les maladies transmises par les tiques en Corse. Vous avez vu des maladies qui éventuellement passent d'espèce de tique à espèce de tique, qui, comme elles sont dans un même écosystème, du coup se retrouvent éventuellement en contact, ou à sucer le sang de la même bestiole et éventuellement faire un passage d'une espèce qui a priori ne devait pas avoir la maladie de Lyme, par exemple, et qui maintenant est aussi vecteur de la maladie de Lyme. Alors ça, je dis Lyme, mais oui, Lyme ou une autre. Mais ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais c'est pas la majorité. C'est un peu plus complexe que ça. Il faut attendre une mutation particulière ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus complexe. Ça dépend vraiment des virus. Ça dépend des espèces de tiques aussi. On peut avoir, par exemple, le même virus qui peut être transmis par une tique du région A, mais de la même espèce d'une tique d'une région A, mais qui, par exemple, cette souche du virus qu'on retrouve dans cette région-là ne peut pas être transmise par la même tique à plusieurs kilomètres, parce que, justement, il est un peu trop différent, ce virus, dans un autre endroit. Mais, en fait, oui, il y a des phénomènes complexes, épidémiologiques, qui prennent beaucoup de temps à expliquer, je pense. Oh, bon, après, mais si vous pensez que ça vaut le coup, on peut prendre le temps. C'est possible. Non, c'est possible. Après, c'est possible. Vous voyez beaucoup comment dire, est-ce que c'est une préoccupation, un questionnement, ou voire même éventuellement une crainte de voir des phénomènes de zoonose, justement, avec des mutations particulières qui feraient éventuellement passer certaines maladies à l'homme, alors qu'avant, ça n'était pas le cas? Alors, pour les maladies transmises par les tiques, généralement... en fait, on peut en discuter. Aujourd'hui, c'est les maladies transmises par les tiques, on commence tout juste, surtout au niveau des virus, à étudier ça maintenant, donc il n'y a pas encore ce questionnement de mutation, tout ça. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Non, mais c'est pas grave, allez-y, prenez votre temps. C'était quoi la question déjà? Non, je disais, est-ce que vous avez un égard particulier, une attention particulière à l'éventualité de zoonose dans le cadre de l'étude d'éthique spécifiquement?
À l'apparition de nouveaux... C'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, il faut savoir, voilà, comme on commence tout juste, ça fait quelques années qu'on commence vraiment à étudier les virus transmis par les tiques, il faut savoir qu'on en découvre chaque année des nouveaux. Par exemple, nous, on en a retrouvé un dans les tiques en Corse, un nouveau virus qu'on a décidé, bon, pour l'instant, on est aux prémices de sa découverte, donc il semble pas vraiment être pathogène pour les êtres humains, mais c'est un nouveau virus qu'on a retrouvé, qui a été retrouvé que pour l'instant en Corse. On est encore en train de l'étudier, bon, comme je répète, il semble pas être pathogène. Et en fait, voilà, chaque année, en fait, on a des découvertes de nouveaux virus. Qu'est-ce que vous entendez par un virus qui n'est pas pathogène? Alors, un virus qui n'est pas pathogène, c'est tout simplement, il faut savoir que parmi les milliards d'espèces virales qu'il existe, il y a certains virus qui ne sont pas pathogènes pour l'être humain, ou qui sont que de manière symbiotique. Ça veut dire qu'en fait, ils vivent dans leur hôte sans créer de symptômes. Ça s'appelle par exemple des virus symbiotiques. Parfois, il y a certains, simplement des virus qui ne créent pas de symptômes chez certains autres, puisqu'ils sont plutôt spécialisés pour se développer chez certaines espèces hôtes, comme par exemple plutôt les bovins que les humains. Et voilà, donc c'est un virus qui semble se manifester, se développer uniquement dans les tiques, donc il n'y a pas vraiment de risque. Disons que s'il le fait dans l'humain, il le fait sans entraîner de symptômes qui seraient éventuellement, qui donneraient une pathologie. C'est ça, exactement. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que même un virus, même un virus ne donne. Enfin, je veux dire, par exemple, si on prend le cas de la dengue, pas tout le monde est symptomatique. Le virus peut se répliquer dans une personne, mais elle ne développe pas forcément de symptômes. Et par exemple, même pour le sida, par exemple, 0,03% de la population est immunisée contre le sida. Ça veut dire qu'ils ne développent pas de symptômes et ils ne peuvent pas le transmettre. Donc, c'est une complexité aussi qu'on retrouve au niveau de la pathogénicité qui peut donner. Non seulement il y a des espèces pathogènes, qu'elles soient bactériologiques ou virologiques, mais en plus il y a des populations qui sont plus ou moins en contact avec ce matériel organique. Puis en plus, dans cette population, il y a des phénotypes particuliers, etc., qui fait que vous avez la vie dure. C'est ça, voilà. Et voilà, pour finir sur la question, oui, voilà. Donc chaque année, en fait, il y a des nouveaux virus qui sont découverts de partout, aux 4 coins du monde, des virus qui sont pathogènes et transmis par les tiques et qui sont même parfois très dangereux. C'est pas trop le cas dans notre région, c'est plutôt en Chine ou aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait il faut en fait investir dans la recherche des pathogènes, des sources en fait de pathogènes pour pouvoir se préparer au mieux et éviter l'urgence sanitaire, quoi. Je comprends tout à fait, oui, c'est exactement ça. Alors on va faire une petite pause musicale. Très chers auditeurs, on vous retrouve tout de suite après. 1, 2, 3, 4.
On est de retour sur Radio Nebbia 90.6, toujours avec Vincent Cigouli. Et alors j'avais une petite question. Le cœur de la thèse, c'est du coup cette identification des différents types de pathogènes, etc. Est-ce qu'il y a aussi des prescriptions, disons, presque politiques, mais disons plutôt sanitaires, c'est-à-dire, je ne sais pas, le contrôle de la population de tiques ou des systèmes pour contrôler un certain nombre de maladies, pour tester, etc., etc. Alors, bon, déjà, il faut savoir que donc à l'Université de Corse, on fait une veille sanitaire sur beaucoup de virus qui peuvent potentiellement s'implanter en Corse, notamment la fièvre hémorragique Crimée-Congo. C'est un virus qui est assez dangereux, donc c'est une fièvre hémorragique. Dans les pays développés avec un bon système de santé, elle a un taux de mortalité qui reste quand même assez faible, enfin c'est entre 5 et 10%. C'est sûr, c'est pas au top, mais c'est plus faible que dans les pays en voie de développement qui n'ont pas de système de santé. Et en fait, donc, comme ce virus est assez dangereux, on fait une grosse veille sanitaire, par exemple, sur celui-ci. Donc, on collecte des milliers de tiques. Donc, comme il est transmis par les tiques, du moins pour le patient zéro, c'est une morsure de tique. Puis après, cette personne peut le transmettre à d'autres personnes par les liquides corporels. Donc, voilà, par exemple comme le sang, vu que c'est hémorragique. Du coup, on fait une grosse veille sanitaire, donc on surveille en fait toute la Corse, toutes les régions de Corse. On fait des collectes de tiques dans tous les endroits possibles. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on l'a pas retrouvé. Donc il y avait une suspicion parce que la tique qui le transmet est présente en Corse, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette veille sanitaire. Pour l'instant on l'a pas retrouvé, donc on a testé des milliers de tiques, donc le risque en Corse est extrêmement faible de voir déjà ne serait-ce qu'un cas, mais alors d'une épidémie c'est pratiquement impossible. Après, pour d'autres virus, ce qu'on fait, donc une fois qu'on a identifié le pathogène, les pathogènes qu'on retrouve dans les tiques, eh bien, on va créer ce qui s'appelle un système de détection rapide, un système de RT-qPCR qui est généralement réduit en juste PCR. Donc, c'est les mêmes systèmes qui est utilisé pour diagnostiquer le Covid, par exemple. Oui, c'est les tests qui ne marchent pas pour nous contrôler le cerveau. Je fais ça. Exactement. Et en gros, la PCR, c'est la technique de base pour détecter les virus, pour détecter les maladies, même on va dire de manière générale. Et nous, en fait, on met au point pour ces maladies qu'on retrouve dans les tiques en Corse, ces systèmes de diagnostic. Ces systèmes de diagnostic, ils permettent de détecter très tôt une épidémie lorsqu'elle a lieu. Et du alors coup, le PCR, c'est forcément ce que nos auditeurs connaissent avec le prélèvement nasopharyngé. Dans le nez, ouais, c'est ça. Donc le prélèvement nasopharyngé, c'est forcément ça, du coup, un PCR, ouais. Pas forcément. Déjà, le prélèvement nasopharyngé, il peut être soit utilisé en antigénique, donc c'est les tests antigéniques, soit être utilisé en PCR. Donc il ne faut pas confondre en fait un système. En fait, le PCR, ce n'est pas le prélèvement. Quand on dit un prélèvement PCR, ça n'existe pas. La méthode de reconnaissance Il y a deux méthodes, donc parfois plus antigénique ou PCR, mais tous les deux partent d'un prélèvement nasopharyngé. En fait, c'est pas forcément un prélèvement nasopharyngé, puisque par exemple les virus transmis par les tiques ne donnent que très rarement des symptômes respiratoires, donc c'est plutôt directement la détection dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien, ou ça dépend de la maladie, qu'on va aller chercher le virus. Donc non, c'est pas forcément un prélèvement nasopharyngé, non. D'accord. Et du coup, en fait, vous mettez au point, du coup, des manières de détecter les virus que vous découvrez. C'est ça. Et en fait, cette détection, elle permet de maîtriser une maladie parce que le containment d'une épidémie est extrêmement relié à la capacité de diagnostic. Ah bah oui. Parce que, en gros, en diagnostiquant, déjà, on peut mettre en place des mesures de prévention. On détecte très tôt l'épidémie, donc on peut mettre en place des mesures de prévention. Et plus elle est détectée tôt, plus on a des chances de la contenir. Parce que en fait, avec le temps, il y a de plus en plus de gens malades, de plus en plus de chaînes de transmission, donc c'est impossible à casser ces chaînes de transmission. C'est des croissances exponentielles ou donc, en fait, factorielles, quoi, au moins, bon. Ça, donc, ces systèmes de détection permettent de détecter tôt, de mettre en place des mesures de prévention, comme par exemple des quarantaines ou des équipements spéciaux pour les personnes à risque dans les hôpitaux, par exemple dans les abattoirs, c'est possible aussi, ou chez les éleveurs, parce que souvent c'est les éleveurs qui sont touchés par la maladie transmise par les tiques. Et en gros, on met au point ces systèmes de diagnostic rapide. Donc en une après-midi, on fait un prélèvement de sang chez un patient, et on peut savoir en une après-midi qu'est-ce qui le rend malade et mettre en place les mesures de prévention au cas où. Et c'est utilisable pour toutes les épidémies et dans n'importe quel endroit. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette capacité de diagnostiquer
cette capacité de diagnostic de manière générale. Elle est finite sur votre thèse? C'est-à-dire? Est-ce que votre thèse est terminée? Ma thèse n'est pas encore terminée. Il faut savoir qu'on a mis donc au point 2 systèmes de diagnostic pour des virus qui pourraient potentiellement faire des épidémies en Europe. Donc les systèmes fonctionnent plutôt bien. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va chercher à savoir sur ces virus, c'est s'il y a un risque épidémique aujourd'hui en Corse et puis généralement en Europe. Donc on va faire en fait des études en santé humaine. En gros, on va voir si les personnes en Corse ont déjà été en contact avec ce virus, avec ce virus, et voir quel est un peu son impact. Quel est un peu son impact, quoi. Est-ce que le contexte sanitaire, disons plus global, a influencé à quel point le coronavirus vous a embêté pour mener à bien cette thèse? Je parle même pas de manière... par la suite, éventuellement, je vous poserai la question sur un angle politique, mais ne serait-ce que de manière pratique. Est-ce que vous avez pu sortir, attraper les tiques tranquillement? Est-ce que vous avez pu communiquer comme vous vouliez, échanger des échantillons comme vous vouliez, travailler au mieux, malgré le contexte matériel? Oui, grâce à l'Université de Corse, après une discussion avec donc la présidence, on a eu des autorisations pour pouvoir continuer par exemple la collecte ou pour pouvoir continuer des collaborations en essayant de respecter au mieux les règles sanitaires. Vous n'aviez pas peur de filer le coronavirus aux tiques? Non, les coronavirus ne sont pas transmis par les tiques. Je plaisante, hein, bien sûr. Il faut savoir qu'on trouve énormément de coronavirus dans énormément d'espèces différentes d'animaux et que les coronavirus, donc il y a des coronavirus saisonniers qui existent depuis très longtemps et qui circulent dans les populations humaines depuis très longtemps. Donc du coup, rien de nouveau sous le soleil, c'est ça que vous nous dites? C'est ça. Il y a à peu près une pandémie à peu près tous les 10 ans dans la population humaine. La dernière, c'était la grippe pandémique de 2009. Donc, pour ça qu'il faut investir dans la santé. Alors, j'ai presque une question un peu transverse. Mais d'abord... Et un niveau politique, on vous a embêté avec ça ou pas? Parce que, en fait, en tant que chercheur, moi je me suis rendu compte que j'avais des amis qui, avant cet épisode-là, avaient une confiance plus ou moins aveugle dans la communauté scientifique et qui maintenant sont très méfiants vis-à-vis de même des choses qui font consensus, dès lors que c'est nouveau. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis à croire à la Terre plate, quoi, hein, attention. Mais il y a quand même ce truc de... ouais, mais ok, mais tu vois, là, à un moment, ils nous ont dit ça, puis après, ils nous ont dit autre chose. Donc, on ne peut pas à chaque fois ajuster notre... Est-ce qu'il y a, en tant que chercheur, mais aussi en tant que membre de la société civile, quelle a été votre réflexion là-dessus? Faut faire confiance en la science. C'est tout. Oui, c'est tout. Pas plus, ni plus, ni moins. Non, il faut faire confiance en la science. La science, elle est au service de la santé et pas l'inverse. Oui. Bah, après, disons qu'il y a des... Oui, en termes techniques, oui. Disons qu'en termes techniques, c'est le plus intelligent, ouais. C'est le plus intelligent. On est d'accord qu'on n'a pas trouvé mieux pour savoir des trucs, en fait. C'est ça, exactement, il faut chercher. C'est ça. Non, mais alors, la question que je vais vous poser à la base, qui est un petit peu transverse au sujet d'études, a priori, c'est... on se rend compte depuis une cinquantaine d'années, disons, les premiers papiers là-dessus commencent à sortir depuis les années 70, du fait que... il y a de plus en plus de virus, de bactéries, je pense en particulier aux bactéries immunorésistantes, qui, parce que les hôpitaux, parce que le système de santé, parce que, etc., il y a des genres d'incubateurs, comme il y a les incubateurs de start-up, il y a les incubateurs de bactéries immunorésistantes, qui en fait, c'est, pour que les auditeurs comprennent bien, sont des maladies que la pénicilline ou un certain nombre d'antibiotiques à large spectre n'arrivent plus à combattre pour la simple et bonne raison que
à chaque fois qu'on combat une infection, une petite partie de cette population bactérienne va survivre, et effectivement, c'est les derniers mohicans, c'est les plus résistants, et eux vont refaire une nouvelle colonie. Sauf que imaginez ça pendant 50 ans, dans tous les hôpitaux, et même encore pire, dans tous les abattoirs, où est-ce que aujourd'hui 60% des antibiotiques produits dans le monde sont consommés par l'agro-industrie. Voilà, ce qui renforce un petit peu la discussion qu'on avait hors antenne sur le végétarien. Mais est-ce que c'est quelque chose qui retourne à la nature à un moment, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement va se retrouver que dans les hôpitaux? Est-ce qu'on va retrouver ces super bactéries très résistantes à nos moyens conventionnels de les traiter dans la nature, et notamment dans votre cas vis-à-vis des MVT, enfin des tiques? Voilà. Alors, il faut savoir qu'actuellement, chaque année, c'est 700 000 personnes qui meurent dû à cette antibiorésistance, et que l'OMS a estimé en 2050 que ce seront 10 millions de personnes qui mourront chaque année à cause de cette antibiorésistance. Cette antibiorésistance, elle est expliquée parce que les maladies, comme tous les autres êtres vivants, elles s'adaptent et elles évoluent. Elles s'adaptent donc aux antibiotiques, elles s'adaptent aux vaccins, et elles s'adaptent à tout genre de situation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve de plus en plus de maladies, on retrouve de plus en plus d'émergences, même de maladies connues, on appelle ça donc une réémergence. C'est à cause de l'anthropisation. L'homme, en fait, en déréglant les écosystèmes, il va se mettre dans ces écosystèmes, il va se mettre dans l'écosystème de ces maladies. C'est ça, exactement. Il y a plein de sources. Les principaux facteurs aujourd'hui qui mènent à l'expansion des maladies et à l'expansion de maladies et aux épidémies, c'est des facteurs anthropiques, c'est l'urbanisation incontrôlée, c'est le réchauffement climatique, donc de nouvelles espèces de vecteurs qui peuvent du coup s'acclimater à de nouveaux climats, des nouvelles régions, et c'est aussi la mondialisation, parce que par exemple ça a été une crise sanitaire, la Coupe du Monde au Brésil et les Jeux Olympiques au Brésil, puisque ça a permis l'introduction de Zika sur de nouveaux territoires, parce que des personnes qui étaient malades sont allées sur ces nouveaux territoires, et par des cycles de maladies, les cycles des maladies, ça a fait une expansion, une émergence dans des endroits à des dizaines de milliers de kilomètres de l'épidémie de départ de certains virus. D'accord. Alors on arrive doucement à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer, peut-être un remerciement, je ne sais pas. Je vais remercier mes directeurs de thèse, Rémi Charel et Alessandra Fall, qui sont, je pense, les meilleurs chercheurs que je connaisse. Donc je n'aurais pas pu être plus chanceux d'avoir d'autres directeurs de thèse. Voilà. Très bien. Eh bien, on les salue. Très chers auditeurs, nous étions sur Radio Nebia 90.6. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être venu, Vincent. Merci à tous, au revoir.